Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accueillir Gérard Guerrier, un vrai habitué quand même des locaux, de la maison, parce que d'abord auteur avant tout. On peut le rappeler en 2 secondes. Ah bah non. En 2 secondes, Gérard. Les livres que tu as sortis chez nous. Les 3 livres, les derniers, Du courage, l'avant-dernier, Éloge de la peur. Et puis celui-là, il n'en reste plus que 5. Il en reste quelques-uns, ouais. Résister. Voilà. Ça vous a plu ? Moi aussi. Ouais. Des très beaux livres, très intéressants. Mais alors, dans un de ces livres, dans Du courage, tu allais interviewer parce que là, on te reçoit... Dans la peur. J'ai dans la peur. Dans la peur. Donc, on te reçoit pour ce livre qui s'appelle Les morsures de la mer de Garrett McNamara. D'abord parce que tu es le traducteur. Et en plus, tu as rencontré Garrett. Ouais, puis je suis un peu l'inventeur je ne vais pas dire l'inventeur de ce bouquin, mais justement, j'avais rencontré Garrett pour écrire Éloge de la peur. Ça doit me faire en 2017, ça. Et puis, j'avais trouvé ce gars absolument intéressant parce que c'est à la fois une caricature entre guillemets d'américain, avec toutes les facettes, mais c'est à la fois aussi un type extrêmement profond et qui avait une réflexion assez rare sur la peur, justement. Et donc on a sympathisé, il m'a passé son bouquin en anglais, qui s'appelle Hound of the Sea. Je l'avais lu et je l'avais trouvé excellent. Et du coup, je l'ai conseillé aux éditions Paulson. J'ai dit, franchement, vous devriez vous intéresser. On l'a lu. Et ça a été un coup de foudre parce que c'est un bouquin exceptionnel. C'est une belle autobiographie. Il l'a écrit tout seul, tu as demandé? Non, il l'a écrit avec une dame qui est d'ailleurs, c'est marrant, c'est une américaine qui vit en France, vers Montpellier, qui s'appelle Karen Carbo, qui est une excellente rédactrice. Et puis, en fait, ils l'ont écrit à 3 mains, parce qu'il y a aussi Nicole, sa compagne, sa femme, McNamara, qui était aussi une personne exceptionnelle. Et donc, à 3, ils ont écrit ce bouquin, et franchement, c'est une bio d'exception. Alors, comme personne ne le connaît, à part, le seul ce qu'on connaît de Garrett McNamara, en France, on ne connaît pas grand-chose, mais si ce n'est qu'il a surfé cette vague. Ouais, chez les surfeurs, il est un peu connu quand même. Oui, chez les surfeurs, mais nous, on n'est pas. Oui, c'est vrai. Les surfeurs. Il a eu effectivement, pendant un moment, parce que les records sont faits pour être battus, il a eu le record de la vague la plus haute surfée, qui faisait 70 pieds, ça devait nous faire 24 mètres, quelque chose comme ça, à Nazaré. Et puis, il a découvert, c'est lui qui a découvert le site de Nazaré, qui a lancé le site de Nazaré, etc. Donc c'est un type assez exceptionnel. Ça vous dit quelque chose? Vous voulez voir Nazaré, les images? Nazaré, Portugal. Donc on est en gros, regardez, on est à 1h30 au nord de Lisbonne. C'est un petit village de pêcheurs, ou plutôt c'était un petit village de pêcheurs, ensuite qui a été transformé en station balnéaire. C'est très tranquille. Enfin, c'était très tranquille quand on y allait l'hiver. Et puis depuis que la vague a été découverte, c'est devenu le Chamonix des surfeurs en hiver. Et bien maintenant, on va s'intéresser au personnage. On va commencer sa biographie parce qu'elle est géniale. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'en fait, j'ai cru que c'était un bouquin que sur le surf, mais non, pas du tout. C'est la vie d'un sacré bonhomme dans un sacré environnement. Ah oui, alors ce qu'il y a d'exceptionnel quand même à Nazaré, parce que vous pouvez y aller, c'est pas si loin finalement, en hiver, c'est qu'on a accès, donc c'est une pointe, il y a un fort, et on peut se mettre sur la falaise, et on voit les vagues qui arrivent, c'est le seul site au monde où on peut voir ça en arrivant à pied, c'est incroyable, quoi. Tu es allé l'interviewer là-bas, toi? Ouais, puis j'ai même surfé là-bas. Mais bon, non, mais la vague faisait que 3 mètres. Faut pas le dire. Mais je peux dire j'ai surfé à Nazaré. Je vais commencer quand même sa bio. Je suis née à Stockbridge, bien connu pour son internat privé à 1 ou 2 kilomètres du festival de musique classique de Tanglewood, à l'ouest de Massachusetts, un pays de forêts et de lacs. Ce lycée interracial, international et progressiste avait basé sa pédagogie sur les idéaux de la charte de l'ONU. Mon père, Laurence, y était à la fois prof d'anglais, de latin et coach de baseball.
ma mère travaillait comme une surveillante en charge de l'internat des garçons. Je suis un bébé du Summer of Love, né le 10 août 1967. Et ça, c'est vraiment le Summer of Love. Plus tard, cette même année, ma mère a touché un petit héritage. Elle a rassemblé nos affaires et nous avons mis le cap vers l'ouest, direction la Californie. Nous avons traversé Berkeley avec notre vieille guimbarde le jour d'une manifestation d'étudiants. Les rues étaient pleines de hippies brandissant des pancartes et de flics en tenue anti-émeute. Au pied d'un feu rouge, des étudiants chevelus découpaient le grillage de People's Park avec de grosses cisailles. D'après le gouverneur Ronald Reagan, le campus de Berkeley était un paradis pour les sympathisants communistes, les contestataires et les déviants sexuels. Même si mes parents n'étaient plus étudiants depuis bien longtemps, ils se sont parfaitement intégrés à ce nouvel environnement. C'est là qu'est né mon frère Liam. J'ignorais alors que la Providence venait de m'offrir un allié et un complice. En revanche, bien qu'âgé de 2 ans à peine, j'ai vite compris que je n'étais plus le seul bébé de la famille. Donc là... Ouais, donc là on a les racines d'une... C'est même pas une tragédie, c'est une tragicomédie. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses. Donc il naît au sein d'un couple de ce que les Américains appellent les liberals, donc de gauche. La Stockbridge, c'est près de Woodstock en fait. Ouais, donc on est dans les années, ça doit faire 69. Ça. Oui, il est né en 69. On est vraiment en plein Woodstock, etc. Et on va voir que, alors nous aujourd'hui, on a une image de cette époque assez idyllique finalement, Summer of Love, etc. On va voir que bon, c'était pas si simple. Faut pas être enfant, quoi. J'avais 4 ans quand j'ai pris ma première bouffée de marijuana. Chaque soir ou presque, lorsque la nuit tombait, les adultes se rassemblaient pour fumer, chanter, pendant que l'un d'eux grattait la guitare. Une routine. Après avoir nettoyé et rangé la vaisselle, ils s'asseyaient en cercle dans le salon et faisaient circuler le chewing-gum. D'autres enfants avaient rejoint la communauté. Séville, dont les parents vivaient en bas de la colline, avait dans un dôme géodésique et Luba, une fille avec qui je suis toujours en contact. Un soir, passant d'un adulte à l'autre, probablement tout nu, j'ai repéré la pipe, immobile entre les doigts d'un type qui n'en faisait rien. Après m'être penchée, je l'ai attrapée et j'ai aspiré tant que je pouvais. Un membre du groupe m'a repérée et me l'a aussitôt reprise. J'ai couru hors de la maison vers l'herbe jaune et brillante. Ça devait être l'été, il faisait chaud. Le soleil déjà bas brillait au travers des pins. J'avais très soif et je courais partout à la recherche de quelque chose à boire. Quand j'ai trouvé des pots de lait entreposés contre l'atelier, sachant qu'ils étaient en général emplis d'eau, j'ai réussi à en emporter un à ma bouche pour avaler 1 ou 2 gorgées. Mais quelque chose clochait. Mes joues et mon nez étaient comme du feu et mon gosier semblait avoir été piqué par un essaim de guêpe. Bien que pleurant rarement, sur le coup, j'ai hurlé comme un chaton qui dérouille face à un gros matou. Alertés par mes cris, les adultes se sont rapprochés. Je tenais encore entre mes mains le pot de ce qui était, sauf pour moi, de l'essence, mais du pétrole. Une maman de la communauté m'a soulevée par les bras et m'a ramenée dans la cuisine, où elle m'a forcé à boire du lait entier, froid et crayeux. J'étais dans les vapes, complètement nauséeux. Où étaient mes parents? Aucune idée. Je n'avais pas peur, tout comme ces femmes qui me forçaient à ingurgiter du lait. Elles étaient probablement trop défoncées pour exprimer leur peur ou toute autre émotion. En tant que père, aujourd'hui, si mon fils avait avalé de l'essence, je l'amènerais de toute urgence à l'hôpital. Mais elle continuait à me verser du lait dans le gosier pendant qu'un chevelu grattait sa guitare à côté. Ouais, ambiance. Et ça, ce n'est qu'un petit épisode. Oui, parce qu'il y en a plein. T'as l'épisode où il tu sais, avec le cactus, là. Il y en a trop. Il est pas triste aussi. Ouais. À un moment, il y a donc ils font pareil, toutes les semaines, ils faisaient des soirées un peu fumettes, quoi. Et puis, de temps en temps, 1 fois par mois, il y avait la fumée cactus. Donc c'est un cactus hallucinogène, je ne sais pas comment il s'appelle. Et là, c'est du peyote, c'est ça. Ouais. Et donc là, ils prennent je ne sais pas si c'est des graines ou les fruits. Et en fait, ils font de la cuisine avec, et puis bon, ils shootent avec ça. Et lui, il a confondu ça avec des Smarties. Et donc il devait avoir 5 ans et il en a avalé comme jamais, et ça a été le trip de sa vie. Et il devait avoir 5 ans, je crois. Solide.
Oui, ça c'est le début. Ça. En fait, il faut comprendre pourquoi il est solide. Ça, c'est la maternelle, ça. Ouais. Je peux retenir ma respiration pendant 4 minutes et 30 secondes. Ça, c'est l'adulte qui parle. Mais cette fois-là, j'ai chuté si fort et tourneboulé si longtemps dans la machine à laver que ma vision périphérique a disparu pour faire place à une galaxie d'étoiles noires, où se trouvent le haut et le bas, et puis les démons de l'océan m'ont relâché. J'ai fait surface comme un bouchon, juste le temps d'ouvrir la bouche et d'avaler un peu d'air avant que la prochaine vague de 20 mètres ne m'entraîne vers le fond pour une nouvelle séance de boxe. Les lèvres bleues, suffocant et ne sachant plus où j'étais, j'ai été récupéré par des surfeurs puis par mes équipiers en jet ski. Durant toutes ces années à surfer des grosses vagues, mon cerveau, plus d'une fois, a souffert d'hypoxie. Ma mémoire doit ressembler à un vieux chiffon troué. J'ai par exemple du mal à contextualiser un événement. Je peux me souvenir de certains détails comme du nom du gars qui était avec moi au line-up un jour où j'ai failli me tuer tout en étant incapable de savoir quand, car ensuite tout s'embrouille. Les autres de mes premières années d'école primaire sont encore plus troubles. Probablement à cause de l'habitude qu'avaient mes parents d'échanger leurs marmots en fonction de l'humeur et du temps. Liam et moi étions un peu comme ces ferries de nuit qui traversent la baie mais qui ne font que se croiser. Tandis que Laurence a vécu dans la petite maison sur la colline près de Casadero avant de revenir à Berkeley. Malia, donc sa mère, était en pleine période gitane, toujours en mouvement vers d'autres horizons, inévitablement déroutée par un autostoppeur ou un gourou défoncé sorti droit de la jungle pour lui donner des conseils avisés ou lui lire les lignes de la main. À mi-chemin, elle était capable de changer radicalement de cap, quitte à retourner sur ses pas. La plupart du temps, mon père ne savait pas où elle était, et moi non plus d'ailleurs. Alors, ce qu'il y a de drôle, ce que Garrett raconte, c'est strictement vrai. Hein. Il a effectivement des vrais problèmes de mémoire. Donc, il est incapable de donner des dates, par exemple. Il a des images, mais quand on lui demande, ok, à Maverick en 2016, etc., sa chronologie, il ne sait pas faire. Et c'est le résultat. Ça vient de tous ces traumatismes et tout. Absolument. Puis l'autre, il est quand même bien cassé de tous les côtés. Il manque de structure. Et puis, ce qu'il y a de drôle aussi, c'est qu'il est incapable de maintenir... Enfin, drôle. Si, c'est marrant, parce que c'est un gars charmant. Il est incapable de se concentrer sur un objet pendant plus de 2 minutes. Un déficit d'attention. Et puis aussi, il est sourd de l'oreille gauche. Donc c'est assez marrant d'avoir une discussion avec lui parce que ça dure 2 minutes et puis après son esprit va ailleurs et puis hop, Garrett, je te rattrape et puis on continue à discuter. Donc, alors à un moment donné, sa mère l'emmène au Honduras parce qu'elle a suivi je sais pas qui, enfin bon. Alors ouais, je me rappelle que c'était le fil, je sais plus, parce qu'il y en a eu tellement que... Oui, mais il a pas arrêté de bouger. En guise de jouet, j'avais une machette afin de tracer ma route dans les champs et des iguanes que je capturais et promenais, une ficelle autour du cou. Je prétendais les avoir domestiqués et leur donnais des noms comme Spot ou Rover. Notre cuisine se trouvait dans une clairière non loin de l'échelle qui menait à nos quartiers d'habitation. Le toit en feuilles de palmier était troué au sommet pour évacuer la fumée du poêle à bois. Malia a appris à faire du pain avec un voisin, mais la plupart du temps, elle nous préparait des haricots rouges et du riz et ouvrait une noix de coco pour le dessert. Tous les matins, je grimpais à un cocotier, coupais des noix et les balançais au sol. J'adorais grimper aux arbres. Mais mon passe-temps favori consistait à les rider, bien avant que je sache que l'on pouvait rider les vagues. Tout ce dont j'avais besoin était d'un petit ménomite pour m'aider, et les balatas francs avec leurs feuilles luisantes se prêtaient le mieux à mon jeu en permettant un atterrissage amorti. Je grimpais au sommet d'un arbre, encore jeune, à proximité d'une clairière, et une fois sur la branche la plus haute, je donnais le signal à mon copain, il abattait l'arbre à coups de machette et je glissais jusqu'au sol. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce passage, c'est que d'abord, Garrett, quand il est gamin, il a peur de l'eau. Il explique d'ailleurs, il a un traumatisme à un moment, il y a une espèce de poisson, il appelle ça un poisson coq, ouais. Et pour lui, c'est une bête horrible, avec un monstre. Ouais. Et donc, il a une frousse totale de la mer, à cause de ce poisson et à cause des requins. Et puis, ce qu'il y a de drôle aussi, c'est que donc ils descendent dans le sud jusqu'au Honduras. Donc où il y a sa mère qui est en couple avec un autre camé, un Mexicain jaloux. Un Mexicain jaloux qui la boxe. Et leurs voisins, c'est des Ménonites. Vous savez, c'est cette secte religieuse américaine qui s'approche. C'est un peu les salafistes chrétiens, on va dire, pour faire simple.
Vous savez qu'ils s'habillent encore en bleu, avec les grands chapeaux, etc. Donc c'est intéressant le contraste entre les Ménonites et puis ce couple de camés qui sont... Et c'est là d'ailleurs où sa mère le confie à un paysan et qui dit qu'il découvre, parce qu'à un moment donné elle le quitte, le lâche carrément au Mexique. Ouais. Et il découvre pour la première fois une table, une chaise, manger avec des couverts, il n'avait jamais appris. Ouais, à l'âge de 6-7 ans, il découvre qu'on pouvait manger derrière une table avec des couverts. Et avoir des horaires pour aller se coucher, enfin bon. C'est quand même une vie spéciale. Hein. Ouais. Ah ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est pas fini. Après, là il retourne en Californie, parce qu'à un moment donné, son père le récupère avec son frère. Et son père avait ouvert un restaurant. Ouais, son père qui était aussi gravement... Oui, bien branché. Ouais, bien. Un jour, de retour du restaurant, Laurence nous a tendu $100 chacun. Du jamais vu. C'était, je crois, en 1974, 2 ans après l'invention des roues en uréthane. Il avait 7 ans. Qui allait révolutionner la pratique du skateboard. Dans le quartier de Dogtown, c'était la grande époque des Z-Boys, des skateurs qui écumaient les trottoirs de Venice Beach à Los Angeles et qui bâtissaient les fondations de la culture skate. Elle était d'ailleurs largement inspirée par la gestuelle des surfeurs de Santa Monica. Mais nous en ignorions tout. On savait juste que notre père nous avait filé $100, c'était bien la première fois qu'on voyait autant de blé. Et on s'est rendu directement au magasin de skate près de l'université pour acheter des planches Banzai en alliage, 4 roues Road Riders, des trucks, et nous voilà partis. Bientôt dévoré par la pratique du skate et du BMX, je suis persuadée qu'il a fallu une intervention divine pour que nous ne soyons pas virés comme des malpropres de l'école, car nous nous sommes vite spécialisés dans les sauts et les rampes. Pour les sauts, pas de problème, toute rupture de pente était une occasion de s'envoyer en l'air. On chapardait des casiers en plastique, de bouteilles de lait derrière l'épicerie du coin, on les liait ensemble avec tout ce qui nous tombait sous la main, des ficelles, des collants, des ceintures. Nous installions une rampe en bois avec 2 planches de bois par 4 assemblées côte à côte. Cela fonctionnait plutôt bien, sauf quand la roue avant du vélo butait contre la rampe. Plutôt que de nous envoler, on se crachait misérablement sur l'obstacle. Ouais, non, c'est sa période urbaine, ça. Ouais. C'est un gamin des rues, mais toujours pas de mer. Hein. Alors qu'ils sont au bord de la plage, ils sont à San Francisco. Enfin, au bord de la plage. Non, au bord de la mer. À Berkeley, toujours. Ouais, c'est... Ouais. Enfin, toujours, ils sont revenus, quoi. Ils sont, oui, après le Honduras. Donc, c'est sa période urbaine. Et après... Mais il était déjà casse-cou, quand même. Super casse-cou, quoi. Dans tout ce qu'il faisait. Il allait bien, ouais. Puis son frère aussi, mais son frère est peut-être encore plus casse-cou. Oui, Liam. Enfin, c'est pas fini, la période hippie n'est pas terminée. Un matin, Malia nous a confié que nous allions rejoindre une nouvelle famille, la famille du Christ. Désormais, nous devions la considérer comme la sœur de Jésus, puisque Dieu était son père et Jésus le fils de Dieu, alors Malia ne pouvait être que sa sœur. Liam et moi étions un peu jeunes pour comprendre cette logique, car si Dieu était également notre père, notre mère devenait notre sœur. Elle nous a attifés d'une tunique blanche qu'elle avait cousue avec des draps. Il y avait un trou pour la tête et on nouait la taille avec une cordelette. Il fallait porter cette tunique sans short, ni slip, ni chaussures, comme Jésus. Même si se balader à poil n'avait rien d'exceptionnel pour moi, l'idée de me déguiser en ange d'Halloween avec mes jambes maigres qui dépassaient de la toge me remplissait de honte. À son tour, Malia a enfilé sa tunique, elle s'est drapée dans sa couverture de l'armée et a allumé le feu. La matinée était déjà bien avancée, c'était une heure inhabituelle pour faire un feu de camp. Elle a ensuite balancé ses robes et ses chemises dans les flammes, a retiré son petit porte-monnaie de son sac en cuir à franges, puis en a sorti quelques billets fripés pour les brûler avec le sac. Quand les flammes ont été hautes, elle a jeté toutes nos fringues et nos baskets. Liam et moi avons regardé le plastique se déformer avant de fondre. J'ai pris mon frère par la main et nous sommes restés là sans un mot, médusés. Le Christ a parcouru le monde comme le vent, il n'avait besoin de rien, nous non plus. Nul besoin de tuer, de sexe ou de biens matériels, a-t-elle dit en souriant. Elle a fait un petit signe de la tête, puis s'est éloignée du foyer et du tipi qui nous avait hébergés ces derniers jours pour prendre le chemin de terre qui menait à la route. Nous l'avons suivi. Malia était persuadée d'avoir trouvé la vérité en se dépouillant de toute possession et en marchant vers le sud quand il faisait froid. À ceux que nous croisions, elle disait que nous étions les disciples du Christ, adeptes de la paix entre les nations et les espèces animales. Nous étions donc végétariens et dénonçant le matérialisme, la surpopulation et la fornication. Puisque nous étions tous frères et sœurs dans le regard de Dieu, le sexe ne pouvait que nuire à la fratrie.
Nul besoin de démontrer notre détachement par rapport au matérialisme. Nous marchions pieds nus, lestés seulement par une couverture sur les épaules et un sac de couchage. Chaque jour, nous parcourions 30 à 40 kilomètres en chantant « Pas de sexe, pas de violence, pas de matérialisme, pas de sexe, pas de violence, pas de matérialisme ». Quelqu'un, en entendant nos chants, a lancé à notre mère « Et alors, ces deux gamins, ils viennent d'où ?» Ouais, mais c'est délirant. Et en plus, bon, il faut lire le bouquin parce que... Mais parce que ça reste pas, ouais. Dans les circonstances dans lesquelles ils sont partis, en fait, sa mère, qui a un nouvel amant, qui est un type complètement jeté, les emmène au pied d'une montagne où il y a une prophète qui est en lien direct avec le Dieu forcément et qui va leur délivrer le message. Donc ils arrivent au camping en Californie du Nord et là ils apprennent que la prophétesse va délivrer son message, mais il faut payer $60. Évidemment, ils sont fauchés, donc c'est impossible. Dans le camping, il y a quelqu'un qui leur dit « Mais non, mais il y a une autre bande, donc c'est la bande d'allumés. » Et donc, moi au début, honnêtement, quand j'ai lu le bouquin de Garrett, j'ai dit « C'est incroyable cette affaire ». J'ai fait des recherches et c'est strictement vrai. Donc tous les noms qu'ils donnent, ça s'est passé comme ça. Et là, donc, ils parcourent les États-Unis, enfin l'Ouest américain, avec une vingtaine de personnes, pieds nus, à poil dans leur tunique de drap. Ils devaient avoir 9 ans, vous imaginez un peu, pour un gamin de 9 ans, le traumatisme. Et en fait, ils dépendaient de la charité publique pour manger, donc ils s'arrêtaient, ils allaient dans les églises où ils faisaient la manche. Dur. Oui, il a une enfance un peu secouée quand même, hein. Ouais. Très secouée. On peut pas dire que c'est pas l'image du surfeur qui naît sur la plage et puis qui va dans le blondinet. Ouais. Non, c'est pas ça. Lui, c'est vraiment pas ça. Mais un jour, ça bascule. Ça va venir. Malia ignorait qu'elle venait de sceller notre destin en nous parachutant dans le cœur palpitant du surf mondial. Ah, tu y es déjà là? Mais oui, non, attends, je raconte l'histoire parce que non, c'est trop bon. Donc ils sont en Californie et à un moment, leur mère dit « Allez, ce coup-ci, je vous emmène à Hawaï. » Les gamins, ils n'avaient jamais entendu parler de Hawaï, ils ne voulaient pas y aller parce qu'il y avait tous leurs potes qui étaient là à San Francisco. Et le nouvel amant de leur mère, c'est un musicien, un black, donc avec les cheveux crépus, vous savez, comme on faisait à l'époque, afro. Et alors, il raconte ça, mais c'est ahurissant. Ils prennent l'avion de San Francisco à Hawaï, et pour ce jour-là, leur mère, qui était une bonne couturière, ça c'est une de ses qualités quand même, leur fabrique une tenue en velours orange phosphorescent. Ils sont tous comme ça, donc le black il est en velours orange phosphorescent, la mère est en velours phosphorescent, et les deux gamins, et il dit mais ça, c'était la honte de ma vie. Une de plus, en fait. Il y en a tellement eu avec sa mère. Non, mais la mère arrêtait pas de vanter justement le Hawaï avec le surf. Non, allez, venez avec moi, ça va être super et tout. Et eux, franchement, ça leur disait absolument rien. Ça leur disait rien du tout. Mais bon. Excuse-moi. Mais c'est pas grave. Elle en avait vaguement parlé en voulant nous convaincre de partir avec elle, mais pour les gamins des villes que nous étions, ces fadaises n'avaient aucun intérêt. Nous étions des skateurs de Dogtown, pur jus californien. Même après avoir vu les Pipeline Masters à la télé, j'avais du mal à faire le rapprochement entre le surf et le projet délirant de notre mère. Pourtant, à présent, à portée de vélo, il était possible de glisser sur les plus belles vagues du monde qui attiraient les meilleurs surfeurs venus de toute la planète. La côte nord ne comptait pas moins de 40 spots, dont certains étaient fameux. L'hiver, la houle prend son élan aussi loin que les côtes sibériennes, du Japon ou de l'Alaska, avant de se renforcer pendant des milliers de kilomètres sur les eaux sauvages du Pacifique, pour donner des tubes parfaits et des murs d'eau solides de 8 mètres de haut en mouvement. Tout surfeur digne de son nom finit tôt ou tard par craquer et se payer un billet d'avion pour surfer ces vagues épiques qui peuvent être lisses ou piégeuses suivant la direction de la houle et du vent. Au départ, notre quotidien ne nous semblait guère différent de ce que nous avions vécu à Casadero, Berkeley ou Belize. Encore un nouvel endroit où notre mère faisait son nid pour un temps. Sauf qu'il nous était impossible de profiter des longs et larges trottoirs de Cement City, car nous avions laissé nos skates en Californie. Et l'océan ne nous avait pas captivés au premier regard. J'aurais aimé pouvoir dire qu'à la vue des vagues, je suis devenu un homme dauphin, que le fantôme de Duke
Kanamamoku, le père du surf moderne, père du surf, oui. m'avait jeté un sort, mais il n'en est rien. Et non, ça n'a pas été le coup de foudre. Hein. Alors c'est compliqué parce que si vous voyez, donc c'est l'île principale de Hawaï, hein, c'est là où il y a Honolulu. Et au nord, en fait, la côte nord, c'est une grande côte qui récupère un peu toute la houle du Pacifique, et c'est là qu'il y a les vagues de légende. Mais en fait, ce que peu de gens savent, c'est que c'est uniquement les vraies vagues, c'est en hiver, en fait. Donc tous les gens, souvent les Américains, enfin les touristes, vont à Hawaï en été en disant « ouais, on va faire du surf », mais en été, il n'y a quasiment pas de vagues à Hawaï. Ça fait rigoler tous les surfeurs du coin, et c'est en hiver. Et après, vous allez voir, c'est compliqué de surfer ces très grosses vagues. C'est pas évident. L'eau n'est pas toujours bonne, elle n'est pas aussi claire que sur les photos, etc. Et puis, il faut des bonnes planches. C'est pas évident. Donc, lui, ils n'avaient pas un rond, donc c'était pas simple. Hein. Non, c'était un peu compliqué, mais ils vivaient de petits larcins quand même. Hein, ouais, ils bricolaient. Ils allaient piquer les plants de marijuana chez les voisins pour les revendre ailleurs. Piquer les vélos, ouais, voilà, des petits voyous, quoi. Et puis, alors c'est marrant, en plus, il raconte ces histoires. Alors ça, c'est en Californie, mais à mon avis, il a essayé de faire pareil en Hawaï. En fait, quand il allait à l'école, il repérait la porte de sortie. Donc, leur mère ou leur père les lâchait devant la porte d'entrée. Et puis eux, ils prenaient la porte de service et ils se cassaient, quoi. Donc ils passaient leur temps à faire de l'école buissonnière. Ouais. Et il a essayé à Hawaï, mais c'était plus compliqué parce que l'école était plus petite. Oui, ça il le dit, ouais. Mais bon, là il a 12 ans en fait, hein, quand il est à Hawaï. C'est ça, ouais. Voilà. Et après sa mère se sépare donc de son black. Elle déménage dans un endroit où c'est un peu plus cool pour faire du surf. Puis finalement ils s'y mettent. Sa mère achète un surf pourri. Ah, pourri, ouais. Mais complètement pourri pour qu'ils s'y mettent un peu, quoi. Et voilà. Ça commence qui est 3 fois trop grand pour lui. Ouais. D'ailleurs, il finit par couper sa planche en deux pour tailler un autre surf, tellement elle est grande. Donc en fait, ça commence tout doucement, mais on sent que c'est pas la passion, quoi. C'est pas ça vient petit à petit. Et puis là, il nous explique quand même. Il nous explique que c'est pas simple. Et comme ils étaient un peu voyous, là, il nous explique déjà le pipeline. L'histoire de la hiérarchie, voilà. C'est assez essentiel dans le monde du surf. Voilà. Mais ça, alors, c'est particulièrement sensible à Hawaï, mais c'est vrai partout sur tous les spots de surf. C'est-à-dire que vous imaginez bien que les vagues, il y en a pas, les bonnes vagues, il n'y en a pas beaucoup. Les endroits où on se place, ils sont rares. Et donc, il y a une espèce de priorité, il y a une hiérarchie en surf. Et ceux qui ont le droit de prendre les bonnes vagues, c'est les gars du coin. Si vous arrivez en touriste à Hawaï comme ça, et que vous arrivez tranquille et que vous balancez, vous allez vous faire casser votre planche. Ou crever les pneus de votre voiture. Je vais le lire là. Donc, ouais, c'est pas simple. Donc, Pipeline, c'est un endroit où il y a beaucoup de bonnes vagues. Pipeline, c'est un des grands spots de la côte nord. Ouais. Une stricte hiérarchie règne sur le line-up. Le line-up, c'est là où les surfeurs s'alignent en fait avant de prendre la vague. Dans la plupart des spots de la côte nord, au sommet de la pyramide, on trouve les Hawaïens, amateurs de grosses vagues, puis d'autres Hawaïens pur jus, ensuite les Baols. Les Aolés. Les Aolés, c'est les blancs, c'est les Hawaïens blancs. Les Aolés qui envoient du lourd et qui vivent toute l'année sur la côte, puis les autres Aolés résidents. Viennent enfin les surfeurs étrangers qui se sont fait un nom et qui participent aux compétitions hivernales. Et en dernier, les petits jeunes du coin qui promettent. Ouais, alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les Hawaïens du cru, la taille moyenne, c'est 1m80 pour 120 kg. Donc vous n'avez pas envie d'avoir des histoires avec eux. Ouais. Cette hiérarchie encore plus marquée à Pipeline, au sud-ouest de Sunset, où la vague principale déferle très près de la plage. Le site est engorgé tout l'hiver par des surfeurs, photographes, organisateurs de compétitions, sponsors, spectateurs, touristes et des genoux comme moi qui pensent avoir enfin le niveau pour se mesurer à cette vague mythique. Pipe est le spot le plus dangereux de la planète océan. Les surfeurs s'y brisent les bras, les jambes et le dos, se font entailler, découper et massacrer. Pipe a dérobé plus de vie que n'importe quel autre spot. La vague principale que l'on peut voir sur les posters paraît lisse et parfaite, mais la vérité est autre, car elle déferle sur un fond de 2 mètres à peine. Son premier reef break à environ 70 mètres du rivage et une suite chaotique de replats dentelés avec des creux, des pointes et des têtes de corail causant de gros remous.
Ceux-ci peuvent vous éjecter de votre planche et détruire un ride parfait en l'espace d'une seconde ou vous projeter sur un pic de lave pour vous empaler comme au temps des croisades. Ce riff, lorsque la houle vient de l'ouest, soulève une vague de 2 à 4 mètres qui s'enroule pour donner un tube lisse, le rêve de tout photographe. Pour le prendre, il faut partir sur la vague sans aucun esprit de recul, tant le mur est vertical, et sans perdre une seconde, placer sa planche en équilibre sur les rails. Le barrel est profond. Si le surfeur assure, il pourra surfer pendant une dizaine de secondes jusqu'à toucher le sable avant de marcher sur la plage, comme s'il venait de traverser Kam Highway. Alors, une petite parenthèse sur la difficulté de traduire un ouvrage comme ça. Oui. Ça a été très sport, parce que d'abord, bon, il y a de l'argot californien. Ensuite, il y a surtout un argot de surf, et savoir qu'est-ce que je gardais en anglais et qu'est-ce que je gardais en français. En fait, j'ai choisi, avec l'éditrice, on a choisi de parler comme les surfeurs. Donc c'est pour ça qu'on dit rider, le line-up, parce qu'un surfeur, il parlera de line-up, il parlera pas d'autre chose, il parlera de barrel, de tube. Et évidemment, après on a un lexique, parce qu'on veut que tout le monde puisse le lire, quoi. Mais on apprend beaucoup de choses sur le surf, hein, c'est génial. Ouais. Moi aussi, d'ailleurs. Et se dire qu'il reste que 10 secondes... Enfin, tout ça pour 10 secondes de plaisir, quoi. Ouais. Quand nous on fait du ski, on se dit, wow, quand même. Ouais, non, c'est sûr, c'est cool, un peu plus long quand même, hein, le ride. Ouais, tu restes pas une minute sur une vague, enfin, ou alors ça doit arriver une fois dans une vie, quoi. Ouais. Alors, ce qu'il y a d'intéressant sur les dangers du surf de grosses vagues, il y a plusieurs choses. Un, c'est la hauteur de la vague, donc l'énergie de la vague qui peut vous massacrer, et surtout vous gardez sous l'eau. Et donc c'est pour ça que, et d'ailleurs c'est Garrett qui a été à l'origine de ça, les gens ils ont des gilets de flottaison maintenant, ils ont des trucs, des ABS qui peuvent larguer. Comme pour les avalanches ? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont encore ? Mais le problème, c'est que malgré tout, la puissance de la vague peut vous garder sous l'eau pendant au moins 30 secondes. Et le problème, c'est que des fois, entre deux vagues, la période, justement, c'est 30 secondes. Donc des fois, les gars, ils sortent, il y a un autre monstre de 30 mètres qui leur tombe dessus. Alors, en général, ils font tous de l'apnée. D'ailleurs, Garrett, il dit qu'il peut tenir 4 minutes 30 en statique. Mais bon, voilà, une fois, deux fois, la troisième vague, en général, on est mort. Deux vagues, c'est bon, la troisième vague, on est plus bon. Ça, c'est un danger. Le deuxième danger, c'est évidemment de heurter le fond. Alors, il y a des vagues qui sont fameuses, notamment Pipeline, parce qu'on est sur un front de corail. Donc, si vous avez 2-3 mètres d'eau, bon, il dit 2 mètres, mais des fois, c'est 3 mètres quand même. En fait, la vague, quand elle se lève, elle va sucer l'eau qui est entre la vague et la plage, et des fois, tu n'as plus qu'un mètre. Ouais, alors là, si tu te plantes à 80 à l'heure sur un fond comme ça, c'est pas bon. Donc, tu as Pipeline qui est terrible pour ça. Et puis, à Tahiti, il y a Tiaopu, ou Tiaopu, qui est aussi fameuse pour son fond de corail. Il aura des accidents d'ailleurs, quand même pas mal comme ça, non ? Ah ben oui. Il a été fracassé un peu de tous les côtés. Ben lui, oui. Lui et son frère. Son frère aussi. Et puis, non, c'est pas neutre. Ceci dit, quand on compare avec l'alpinisme, c'est un sport malgré tout qui est assez sûr. Il y a peu de morts par rapport à la fréquentation, etc. Ouais. Et bon, après, on va pas tout raconter dans sa vie, mais quand il commence le surf, après il devient un peu plus sérieux, il arrête de fumer de l'air parce qu'il fumait beaucoup. Alors, sa mère devient plus sérieuse. Sa mère aussi, oui, se met à la peinture. Elle se calme. D'ailleurs, c'est drôle, je lui ai demandé une nouvelle de sa mère, parce que sa mère est toujours là. Son père aussi, d'ailleurs. Et sa mère, maintenant, est devenue, elle continue à être très religieuse, mais elle est devenue religieuse classique. Maintenant, elle joue du bridge, elle joue au bridge et elle fait du golf. Ah ouais, d'accord. Comme quoi. Comme quoi. Ça mène à tout. Et puis lui aussi, oui, à un moment, il a compris. Il est au Japon, parce que bon, il a fait une carrière au Japon. Alors oui, il explique qu'il a rencontré beaucoup de Japonais parce qu'il les logeait. Ouais, ça c'est génial. Mais ça, c'est un caractère de Garrett qui est un type incroyable. C'est un type très généreux. Ouais, très ouvert. Donc il est considéré comme un parrain, mais parrain dans le bon sens du surf. C'est-à-dire qu'il passe son temps à vouloir aider les gens. Moi, je l'ai vu, on a surfé ensemble à Nazaré. Je
peux le dire. Ouais, Encore une fois, la vague faisait 2-3 mètres. Hein. Ouais. Et donc lui, il était sur son jet ski. Et à Nazaré, en fait, il y a un très fort courant de nord. Et donc, il y avait des bodysurfeurs portugais. Hein, c'était hors saison, c'était en septembre. Donc il n'y avait pas les surfeurs de grosses vagues et puis il n'y avait pas les surfeurs d'été. Et il passait son temps à faire le taxi pour les bodyboarders en disant bah tiens, je te remorque, et puis il les remontait sur 2-3 km, etc. Et il faisait ça par sympathie, quoi. Donc c'est pas vraiment un gars qui a une grosse tête. Pourquoi je disais ça Oui, alors pour les Japonais. Rappelez-vous la hiérarchie, c'est terrible la hiérarchie. Hein. Donc vous avez les Hawaïens du cru, auxquels vous n'avez pas les gros costauds, et puis au fin du fond, il y a les Japonais, quoi. Et les Japonais, c'est vraiment c'est pire que tout, parce que en plus les Hawaïens, ils se rappellent de Pearl Harbor quand même. Hein. Ah ouais. Donc il n'y a rien de pire qu'un surfeur hawaïen, un surfeur japonais à Hawaï, et donc ils se font jeter de tous les côtés. Et lui, Garrett, il dit non, moi je vais vous donner les conseils et puis je vais vous aider parce qu'il a une empathie naturelle. Et du coup, comme ça, un jour, il a été invité au Japon, à surfer au Japon, et en fait, il s'est fait sponsoriser par des firmes japonaises. Il parle japonais. Oui, il a commencé comme ça, en fait. Sa carrière professionnelle, sa vraie carrière pro a commencé au Japon. Ouais. Donc c'est assez marrant. Ouais. Après, il a tenu une boutique, il a eu un magasin de. Ouais, parce qu'en plus, il a 6 enfants quand même aujourd'hui. Oui, il se marie. Il se marie avec une locale. Ouais. Il a rapidement 3 enfants. Et là, ses petits concerts pro, ses petits contrats pro, ça ne suffit pas à nourrir la famille. Et du coup, il ouvre un magasin de fringues et de surf sur la côte nord. Mais bon, ça. Et pendant 2 ans, quasiment, il ne fait plus de surf. Et là, il déprime total. Il déprime. Il fait tout pour que ça aille bien pour sa femme, pour ses enfants et tout. Mais il arrête de boire. Il a du mal. On sent qu'il n'est pas épanoui. C'est pas son truc. Il raconte tout, hein, avec beaucoup de sincérité dans le. C'est une vraie dépression. Hein. Et il en sort par le surf de grosses vagues. Exactement. Parce qu'en fait, il découvre qu'on peut être tracté. Ouais, il voit, je ne sais pas si vous connaissez Laird Hamilton, qui est aussi une autre légende du surf. Et là, je ne sais plus en quelle année, il faudrait remonter, ça doit être en... 2000 passé. Ouais, au début des années 2000. Il voit Laird Hamilton sur une vague avec un Zodiac qui tractait un autre gars en surf. Mais alors c'était un peu n'importe comment, parce que le Zodiac n'était pas assez rapide, etc. Et il voit des gars comme ça au large, parce que les grosses vagues, elles sont très rarement près de la plage. En général, elles cassent à 500 mètres de la plage, en fait. Et donc, elles sont inaccessibles aux gens. D'abord, elles sont très, très rapides. Donc, à la rame, à la rame avec les bras, tu veux dire? Oui, les surfeurs disent à la rame. C'est avec les bras. Ouais. Avec les bras, c'est quasiment impossible de les attraper, quoi. Et donc, il voit ces gars-là, et là, il dit Eureka, c'est comme ça qu'on va pouvoir aller vraiment chercher les grosses vagues. Parce que à la rame, on arrive à faire des 6-7 mètres, mais au-delà, c'est quasiment impossible. Et là, il y a un nouveau champ qui s'ouvre. Et donc... Et en fait, ils s'engouffrent dans ce... ça se passe avec plusieurs personnes, parce qu'il y a celui qui tracte, qui est en général un surfeur aussi. C'est une équipe. Hein. C'est une équipe. C'est une vraie équipe. C'est aussi un surfeur, hein, on est d'accord. C'est tous des surfeurs. C'est que des surfeurs entre eux, en fait. C'est tous des surfeurs. Et ils échangent les rôles. Quoique, moi, Nazaré, il m'a proposé de le tracter, j'ai dit non. Je ne me sentais pas... mais tu es surfeur ? Pas vraiment, je suis body surfer. Ouais. Body surfer, c'est ceux qui ont des planches... Bon, je monte pas sur le surf, quoi. Je me fais trimballer dans la vague, mais... Ouais. Et ouais, enfin bref. Oui, c'est une équipe. Il faut le remorqueur, il faut le surfeur évidemment, et puis à Nazaré, il faut un jet skieur de sécurité pour aller vous récupérer au milieu du bouillon. Et puis il faut un 4e membre, c'est celui qui est sur la tour, qui va spotter, c'est le spotter, qui va à la radio, va dire attention, là il y a la bonne vague, etc. Donc c'est vachement... du monde, quoi. Ouais, c'est un vrai sport d'équipe. Et c'est là où il s'est mis à exceller, quoi. Ouais. Ouais, alors c'est intéressant parce qu'il explique sa relation avec la peur. Oui. Là où il s'est fait le plus peur, c'est quand même dans cette histoire en Alaska où il a voulu rider. Ça, c'était quand même
hallucinant cette histoire quand même. Ouais, il y a tellement de trucs hallucinants. Il a voulu rider en fait la vague provoquée par la chute d'un glacier. Quand le glacier il vèle, vous savez, vous avez déjà vu les glaciers, à un moment le front du glacier s'effondre dans l'eau, et là ça crée une vague, un peu comme un petit tsunami quoi. Ouais, un mini tsunami, une vague de 4-5 mètres de haut. Mais le problème, et ça il me l'a bien montré, parce que quand on était à Nazaré, on était sous les falaises, il me montrait un peu son jardin, quoi. Et la falaise, elle fait 100 mètres de haut, Nazaré quand même. Et on était à 15 mètres, et il me montre la falaise, il me dit, tu vois cette falaise, c'était une falaise de roche. Hein. Il me dit, en Alaska, c'était la même chose, mais là, c'était de la glace. Et toutes les demi-heures, il y avait un bloc de 10 tonnes qui tombait dans l'eau. Et il me dit, et nous, on était quasiment au pied comme ça de la falaise. À attendre. Et là, il s'est fait vraiment peur. Et c'est là, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu un moment où il a un peu réfléchi au sens de la vie. Il s'est dit, bon, peut-être maintenant, je vais peut-être réfléchir un peu à tout ça. Calmer le jeu, ouais. Enfin, calmer le jeu. Enfin, maintenant, il l'a un peu calmé, non? Un peu par force, parce qu'en 2016, il a failli mourir sur Maverick. Maverick, c'est une vague de Californie du Nord, de mémoire. Et il s'est pris une gamelle pas possible, il s'est fait disloquer l'épaule, mais vraiment disloqué, quoi. C'était en petits morceaux. Il a mis 2 ans, 3 ans à s'en sortir. Et au moment où il en sort, d'ailleurs, bon, ça c'est le chapitre que j'ai écrit, parce que... Ouais. Donc moi j'ai récupéré son bouquin, il se termine en 2013-2014, quelque chose comme ça. Et moi je voulais écrire ce qui s'était passé entre 2014, etc. Et donc après, là, d'ailleurs c'est drôle, parce qu'il est parti faire un stage de yoga, à l'instigation de sa femme, évidemment, Bali, parce que tu imagines Gareth faire du yoga, ça va être trop drôle. Donc il est parti faire un stage de yoga et de méditation avec une gourou américaine, qui durait 2 semaines ou 3 semaines. Il a failli se barrer parce que ça lui faisait mal de tous les côtés. Et puis il me dit, ouais, quand même, j'ai réussi à trouver mon équilibre. Et puis Nicole doit rentrer en Californie ou à Hawaï, je ne me rappelle plus. Sa femme, hein. Et il reste avec ses potes surfeurs. Et ils disent, on va surfer, quoi. Et en Indonésie, il y a des super spots. Donc il va sur un spot, sans casque, parce que c'est trop bon. Et évidemment, il se fait massacrer. La première vague, il se fait massacrer, tête première, il se fait exploser la tête contre le corail. Il sort avec un trauma crânien, etc. Bon, il dit rien à sa femme, il écrase le cou. 3 jours après, il se sent d'y aller. Alors ce coup-ci, il met le casque. Et là, même motif, même punition, il se fait massacrer contre le corail. Et là, il se broie la cheville. Ouais. Et là, il est bien obligé de l'appeler sa femme, qui le traite de tous les noms. Et il met, je ne sais plus en quelle année ça devait être, 2018. Et là, il se fait... Pareil, il remet encore 2 ans avant de remonter sur une planche. Et quand je suis retourné avec lui, c'était une des premières fois où il ressurfait de nouveau. Mais maintenant, il s'occupe un peu plus de la promotion du surf chez les jeunes... délinquants ou les jeunes... les autistes aussi. Les autistes, ouais, il est plus ouvert à d'autres choses. Enfin, c'est... Ouais, je pense que sa femme l'a pas mal aidé. Ouais. Enfin voilà, c'est Gareth McNamara, quoi. Au moins, on découvre un autre monde, mais puis alors un autre monde dans tous les sens du terme, parce que franchement, l'enfance des enfants, des hippies, quoi, on ne connaissait pas. Hein, ouais, c'est une personnalité tout sauf lisse. Ah ouais, c'est incroyable. Et, puis, et c'est peut-être parce que justement il avait peur de rien qu'il a réussi à faire tout ce qu'il a fait, parce que suite à son enfance. Alors ce qu'il dit, il dit, mais c'est un type qui est vachement lucide sur la peur. Justement, quand j'ai écrit mon bouquin sur la peur, moi il m'a vraiment nourri. Il m'a dit, c'est pas que j'ai pas peur, j'ai peur comme tout le monde, mais par contre, ça ne me dérange pas d'avoir peur. Et en fait, il n'a pas peur d'avoir peur, quoi. Exactement. Ouais. Il a pris le côté positif de la peur. Il me dit. Bon, après, j'ai développé avec d'autres sportifs extrêmes, notamment des alpinistes. Mais il dit, en fait, la peur me permet d'être en éveil
Et en fait, c'est une espèce de... C'est presque de la méditation. Oui, d'être conscient, en fait. Alors les Américains, ils utilisent ça à tort et à travers, c'est le fameux flow, je ne sais pas si tu as entendu parler. Bien sûr. Et lui, il parle de rush, de flow, etc. Mais je pense qu'effectivement... Il vit l'instant présent, en fait, dans la peur. Complètement. En fait, c'est ça. Parce que sinon, il n'y arrive pas avec toutes les substances qu'il a prises depuis sa naissance. Là. Il dit les 15 secondes, les 15 ou 20 secondes de surf que je vais faire, c'est je les vis de façon complètement intense. C'est donc en fait, c'est un voyage intérieur. C'est ce que lui apporte la peur. Elle l'éveille. Tout à fait. Non, il est une belle personne. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que nous on a lu le livre, alors on sait à peu près de quoi je l'ai lu. Donc si vous avez, je sais pas, des questions, allez-y. Alors d'abord, moi je voudrais dire, physiquement, il doit être ça doit être une sacrée carcasse quand même. Ah, il n'est pas très grand, hein, je crois qu'il fait 1m78, c'est pas un géant. Alors ça dépend de ses régimes, parce qu'il lutte, parce que c'est un gourmand quand même. Mais donc, depuis l'enfance, avec tout ce qu'il a non mais c'est un dur. Il fallait quand même que ce soit une constitution. C'est un dur. C'est un balafré, quoi. Non, c'est un dur. Non, c'est un vrai solide. Et puis, il est très... Alors, le mot est à la mode, mais il est très, très résilient. Alors, la deuxième question que je voulais poser, c'est pendant son enfance, qu'est-ce qu'il garde comme souvenir justement une peur, une angoisse, ou au contraire, tout était possible et il n'en était pas perturbé. Enfin, j'arrive pas à saisir. Alors, on parle tellement de traumatisme de l'enfance. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui avec cette enfance-là? C'est très intéressant comme question. Alors moi, je lui ai posé les questions, évidemment. Hein. C'est qu'est-ce que tu retires de ton enfance, etc. Et il m'a dit, parce que bon, il est pudique quand même, hein, des fois, il faut aller chercher. Il m'a dit, tu sais, je n'ai pas tout écrit. Sous-entendu... Il y a des trucs plus durs. Il y a eu des trucs plus durs. Du coup, comme il n'a pas tout écrit, je n'ai pas voulu insister. Mais la caractéristique de Garrett, c'est que c'est un optimiste né. C'est-à-dire, quand il voit quelque chose, il voit le bon côté des choses. Puis il s'adapte aussi. Hein. Ah ouais, il s'adapte à tout. Il est très... Mais il n'avait pas le choix. Mais non. C'est un opportuniste, mais au bon sens du terme. Il s'adapte à toutes les situations. Contrairement à son frère qui avait plus de mal. Son frère, son frère, il est plus dur. Son frère, il va rentrer dedans, quoi. Alors que Garrett, il est capable de se taire, il est très souple comme gars. Mais c'est un optimiste incroyable. Et ça, j'en parle dans mon bouquin du courage. L'optimisme, c'est une des racines du courage. Ah oui, il faut y croire. Ce que je veux dire aussi, excusez-moi, mais de son enfance, c'est... Du coup, j'ai oublié ma question. Je suis désolée. Non, pas de problème, ça reviendra. Ça va revenir. Je suis honnête, je me tournais dans la tête. Bon, c'est pas grave, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Allez-y, hein, soyez pas timide. Mais c'est vrai que rien ne le prédestinait à ça, quoi. Non, parce que c'est intéressant quand on regarde le parcours des autres grands surfeurs, hein, je pense à Kelly Slater, Laird Hamilton, etc. C'est des gars qui sont nés au bord de la plage, souvent le papa était surfeur. Il faisait des surfs pour son fils. Exactement, ils étaient... Et puis il y a aussi d'autres... Alors, il y en a qui ont mal tourné, il y en a un, je ne me rappelle plus, c'est Eric, je ne me rappelle plus, enfin. Parce qu'il y a aussi dans la culture surf, il faut quand même le dire, hein, il y a beaucoup de drogue. Hein. Il y a un peu de drogue. Et il y en a un des fameux surfeurs, je ne me rappelle plus son nom, qui est mort d'une overdose. Donc c'est pas simple, hein, donc c'est un milieu un peu spécial. Et puis je vous dis, alors ce qu'il y a de drôle à Hawaï, c'est que vous avez les gros Hawaïens, je dis les gros Hawaïens, c'est pas insultant, parce que c'est descriptif, c'est leur physique. Hein. Tatoué partout. C'est juste un problème d'hygiène alimentaire. Et
Ouais, non, c'est un milieu vraiment spécial. Et lui, et il le dit d'ailleurs, il dit, moi je suis pas très bon surfeur. Si vous le comparez à Kelly Slater, je pense que c'est à peu près la même génération. À peu près. Kelly Slater, c'est un surdoué du surf, c'est le gars qui est capable de faire des figures incroyables, etc. Garrett, lui, faire des figures incroyables pour gagner des compétitions, ça l'a jamais intéressé. Si, il en a gagné quelques-unes, il est quand même pas mauvais, hein. Mais il n'a jamais été le meilleur du monde. Loin de là, lui, ce qui l'intéresse, c'est surfer le gros. Oui, c'était pas son but en plus. Ah, c'est son truc. Alors, qu'est-ce que c'est un bon surfeur? Ben, ça dépend. Ça dépend des définitions. Alors, si vous voulez gagner des compétitions en surf, il faut être un acrobate. Il faut être un acrobate du surf. Être capable de faire des sauts, je ne veux pas dire des sauts périlleux, parce que si, en windsurf, ils le font, mais pas en surf. Des 360, des twists, enfin des figures, c'est ça. Hein. Et puis de garder sa vague jusqu'au bout, hein, ça c'est important. Mais Garrett, il excelle pas là-dedans. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la grosse vague. C'est envoyer du lourd, comme il dit. Ouais. Et il en rêve encore. Hein. Il en rêve encore, parce que lui, aujourd'hui, le record du monde, je crois que ça, elle doit faire. Parce que depuis son record a été battu par un Portugais, un Brésilien, et maintenant c'est un Allemand. Je crois qu'ils sont passés à 80 pieds. Bon, honnêtement, ça fait 2 pieds de plus, hein, c'est pas évident quand même. Mais lui, il rêve toujours de la vague de 100 pieds. Alors, c'est quoi la 100 pieds c'est le creux de la vague. Alors, c'est une question vache qui passionne les surfeurs. Alors, vous avez 2 mesures de vague. Quand je parle de 100 pieds, effectivement, quand les gens parlent d'une vague de 100 pieds, c'est entre le creux et le sommet de la vague. Oui. D'accord ? Les Hawaïens mesurent différemment, c'est entre le dos de la vague et le sommet de la vague. Donc c'est le derrière de la vague. Donc là, en gros, c'est divisé par 2. Voilà, ça, c'est la mesure hawaïenne. Mais en général, en surf international, on parle entre le creux et le sommet. Alors, quel creux et quel sommet ? Ouais, d'accord ? Comment tu mesures ? Et à quel moment ? Alors effectivement, maintenant, avec les vidéos, etc., ils ont des méthodes, ils ont même des programmes informatiques en fonction de la taille du surfeur. Et c'est compliqué parce que le surfeur, il n'est pas debout comme ça, hein, il est accroupi sur ça. Mais bon, ils s'en sortent à peu près. Puis il y a un jury, ils se mettent à plusieurs. Ils disent non, celle-là, elle fait 62. Non, je t'assure, elle fait 64. Et puis après, alors... Oui, film. Après, il y a autre chose. C'est qu'en fait, les jurys qui jugent ces choses-là, souvent, ce sont des fabricants de surf. Donc, ils ont tendance un peu à favoriser leurs ouailles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut être... Ou des journalistes, mais les journalistes dépendent des pubs de O'Neill, etc., etc. Donc, c'est pas si clair que ça. Mais à la limite, c'est ce que dit Garrett, on s'en fout, l'important c'est de prendre son pied avec une grosse vague. Et puis il y a un truc aussi, c'est que dans le monde du surf, des surfeurs, on les connaît pas tellement parce qu'en fait, c'est pas bien de se mettre en avant. Et on lui a beaucoup reproché à Garrett de s'être mis en avant. C'était pas bien, maintenant ça change. Si tu vois Justine Dupont, qui est c'est la surfeuse française de grosses vagues, qui est une copine de Garrett. Justine, c'est une pro, elle fait de la promo, etc. Et si le jour elle fait une vague de 80 pieds, tu en entendras parler. Donc ça change. Mais effectivement, historiquement, parce qu'en fait, il y a 2 cultures dans le surf. Tu as la culture d'origine, où tu vas faire des figures devant le jury, devant la plage, etc. Puis tu as la culture du surf de grosses vagues. Et dans la culture d'origine, effectivement, il n'était pas de bon ton de dire « ouais, j'ai surfé une vague de 15 mètres ». Mais forcément, dans la culture du surf de grosses vagues, si tu as fait une vague de 15 mètres, bah, tu en parles. Hein. Donc tu vois, il y a un peu, un peu clash entre les 2 cultures. Il y a une dissonance entre les deux, Ben voilà. Tu n'as pas d'autres questions ? Non ? Bon, ben maintenant, ça est tout sur le surf. Hein. Mais honnêtement, c'est une excellente bio. Ouais, franchement, sympa à lire. Hein. Franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir. Hein. Moi, j'ai beaucoup bossé sur la traduction. Ça m'a demandé 3 fois plus de travail qu'un bouquin normal. C'est un style. En fait, il écrit comme s'il parlait à quelqu'un.
C'est un langage très parlé. Donc c'est un langage parlé, mais il fallait pas que ça soit non plus trop, pas etc. trop, Après, bon, il a fallu que je change les chapitres. Enfin bon, c'est un peu plus qu'une trad, mais je me suis régalé. Ouais, c'est très chouette. Je me suis régalé. Et puis il a tout à fait sa place dans notre univers. Quoi. Oui, je pense que c'est très proche de l'univers de la montagne. Ouais. Je pense évidemment aux surfeurs, ça, c'est une évidence, mais au freeride. Ski hors pentraide, ça me fait penser. Ski hors pentraide, bien sûr. Ça me fait beaucoup penser à ça. Ouais. C'est vrai que si tu vois des Paul Bonhomme ou Vivian Brochet, des Vivian, c'est le même style. C'est la même culture. Et puis le même professionnalisme, c'est-à-dire que derrière l'image, il y a énormément, il y a tout ce qu'on voit pas, quoi. Merci beaucoup Gérard. C'est d'être venu nous parler des morsures de la mer de Garrett McNamara. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci à vous.